Bonjour à tous! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des nouveautés de Windows 11 24H2 livré 2025. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Windows 11 sort maintenant en mise à jour annuelle. Donc, vous avez le système d'exploitation Windows 11 et chaque année, Microsoft sort une nouvelle version. Vous avez actuellement deux versions de maintenance, la 23H2 et la 24H2. Alors, que veut dire 24H2? H2, c'est pour deuxième semestre. 24, c'est pour 2024. Donc c'est la version qui est sortie l'année dernière, la 24H2, ou à la fin d'année, on va dire, de 2024. Et je vous avais fait une vidéo à l'époque pour vous montrer toutes les nouveautés de cette version en question. Mais c'est pas pour autant parce que Microsoft ne sort qu'une version par an que Microsoft arrête de pousser des nouveautés dans Windows 11. Ils ont fait ce cycle qui est ralenti, puisqu'avant il y avait des 24H1, 24H2, enfin il y aurait eu des 24H1, 24H2, mais ils ont ralenti le rythme pour permettre et aux utilisateurs et aux entreprises de mieux accueillir la version annuelle. Mais vous allez voir que dans cette version 2025, enfin en tout cas dans les nouveautés 2025, milieu d'année 2025, vous avez énormément de choses. Microsoft n'attend pas la 25H2 pour pousser vraiment beaucoup de changements dans cette version de Windows 11. Alors pour pouvoir vous montrer tous ces changements, parce qu'il y en a quand même un tas, je me suis équipé d'une nouvelle machine. Alors cette machine, je vous rassure, c'est pas un achat personnel, quoique je vais pas vous rassurer en particulier, mais je continue à utiliser le matériel que je vous montre au quotidien. Cette machine, c'est une machine de prêt, c'est Dell qui me l'a prêtée. C'est une machine professionnelle, celle-ci, donc c'est une Dell Pro 14 Plus. Donc elle est assez intéressante, même si c'est pas exactement le type de machine que j'achèterais pour mes usages personnels, puisque je cherche une machine plus fine et plus adaptée, on va dire, à des usages multimédia que pro, donc avec des écrans et tout ça un peu plus poussé. Mais cette machine, je vous en ferai un test dédié, en tout cas je vous en parlerai en long, en large, en travers, pour que vous compreniez bien l'intérêt de cette machine. Cependant, elle a quand même un gros point très intéressant que je vais évoquer tout de suite et qui est super important pour cette vidéo, c'est équipé d'un processeur vraiment exceptionnel, l'AMD Ryzen AI Pro 9 HX. Ici, c'est la version 370 et ce processeur est extrêmement déjà à l'aise avec Windows, il est très performant, il est très capable, mais un des points aussi où il est extrêmement à l'aise, c'est avec l'intelligence artificielle. Puisqu'il est équipé, entre autres, donc c'est un très bon processeur, équipé de beaucoup de mémoire, équipé d'un GPU, un Radeon 890 qui est très performant, mais surtout il a un NPU, donc un accélérateur d'IA, puisqu'il y a beaucoup de fonctionnalités dans Windows 11 autour de l'IA qui fonctionnent en local, sur la machine, avec la machine qui va travailler. Et donc c'est super important d'avoir une machine équipée d'un processeur capable de faire de l'IA si vous voulez si vous voulez utiliser les capacités IA de Windows 11. Alors pour faire le topo très vite, mais cette vidéo ne sera pas articulée autour de l'IA, l'IA je vous la mets en fin de vidéo, je vais vous montrer Click to Do, je vais vous montrer Recall, qui s'appelle Retrouver en français, mais si je vous montre une capacité IA ici, si je fais un Windows et que je fais un clic sur l'écran, vous avez ici Click to Do, donc vous voyez que Click to Do est capable de faire une espèce de capture d'écran, d'interpréter tout ce qui est à l'écran, les icônes, les textes, les choses comme ça, et de me suggérer des actions. Par exemple ici, une recherche d'image. Si maintenant je vais dans le panneau de configuration et je fais Click to Do ici, vous allez voir qu'il a interprété tout le texte qui est à l'écran, on voit les petits blocs et tout ça, et du coup, ici, je peux faire de la capture de texte de ce qui est là, je peux lui demander avec de l'IA de synthétiser cette page, d'aller me chercher des informations supplémentaires sur cette page, donc il peut m'aider par rapport à ce que je vois à l'écran. Vous allez voir, c'est très similaire à ce qu'on peut trouver sur un smartphone. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer les fondamentaux, on va dire, les fonctionnalités mises à jour, mais qui sont des fondamentaux de Windows 11. Donc je parle en particulier, pour les gens qui auraient des doutes, du menu démarrer, de la barre des tâches, toutes des choses en fait qui sont logiques à utiliser au quotidien dans Windows 11. Vous pourrez garder le chapitrage dans la timeline de la vidéo ou dans la description si vous voulez sauter des sections ou revoir certaines sections. Et à la fin de la vidéo, on parlera de ces fonctionnalités d'IA qui sont réservées aux gens qui ont des machines Copilot plus Windows, en tout cas des machines qui ont des coprocesseurs IA, donc de l'AMD, du Qualcomm si vous êtes en ARM, ou de l'Intel. Et sachez que, même si cette vidéo de test de cette machine-ci en particulier n'est pas encore sortie sur ma chaîne évidemment, j'aurai couvert à l'issue de mes différentes expérimentations toutes les plateformes qui permettent actuellement de faire de l'IA sous Windows 11, à savoir Core 1, Core 2, Ultra de chez Intel, les Snapdragon Qualcomm Elite, X Elite
chez Qualcomm justement pour faire pour les plateformes ARM qui sont très intéressants, et enfin donc les machines AMD avec des processeurs qui sont aussi très très bien équipés. Voilà, ça vous donne un petit panel à la fois au niveau du matériel, de ce que je peux tester sur la chaîne et de ce que je vais continuer de tester, et donc de ce qui vous attend dans cette vidéo. Alors ça va être un petit peu long, un petit peu lourd, puisqu'il y a beaucoup de fonctionnalités que je dois vous présenter. Si vous voulez voir une version condensée, que vous avez par exemple de l'IA pour vous faire des synthèses, vous pouvez aller directement sur le site de Microsoft, supportmicrosoft.com. Et vous avez la liste de toutes les KB, donc Knowledge Base, avec les identifiants, de toutes les versions qui sont sorties. Moi j'en ai fait une synthèse, c'est-à-dire en gros, ce que je vais vous montrer ici, c'est les mises à jour, mises à niveau, depuis en gros avril-mai 2025, jusque juillet 2025. Et il faut comprendre aussi que, quand je vous montre quelque chose, il y a moi-même des fonctionnalités que je n'ai pas encore sur ma machine, donc je ne peux pas vous montrer, mais ces fonctionnalités sont déployées progressivement. Si je vous prends ici une sortie de version, on va prendre celle-ci, vous allez voir qu'il y a des déploiements normaux, ici c'est marqué déploiement normal, donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous la mettez à jour, vous l'avez sur votre machine, il n'y a pas de souci. Mais vous avez aussi des déploiements progressifs. Les déploiements progressifs, c'est que vous avez le code, on va dire, qui est disponible sur votre machine, mais la fonctionnalité n'est pas forcément encore activée. Elle sera activée si Microsoft détermine que votre matériel, au sens large, c'est-à-dire pas que l'ordinateur, hein, mais tout ce qui gravite autour de votre machine, ce qui est connecté en USB, des écrans externes, des trucs comme ça, si tout est compatible, dans ce cas-là, la fonctionnalité s'active, s'il n'y a pas eu de retour d'utilisateur négatif, s'il n'y a pas eu de problème au sens large. Donc si vous ne voyez pas une fonctionnalité que je vous présente, soit vous n'avez pas fait la mise à jour, soit dans la mise à jour que vous avez faite, le déploiement n'a pas encore été activé pour votre machine à vous. Voilà, que vous vous posiez pas de questions, et puis maintenant je rentre dans le cœur du sujet, je vous présente donc ces nouvelles fonctionnalités de Windows 11, que je fais à travers cette petite machine de chez Dell. Ça me permet en même temps de l'utiliser, de l'exploiter, et parce qu'elle est très capable en fait en IA, je suis aussi du coup en capacité d'essayer d'utiliser une nouvelle fonctionnalité IA de Windows. Je suis pas complètement convaincu, même je suis pas très convaincu, pas par l'IA, mais par l'IA intégrée dans Windows, mais il faut reconnaître que c'est plus au point qu'il y a 1 ou 2 ans, quand les premières fonctionnalités ont été présentées. Ça s'intègre bien, c'est fonctionnel, c'est pas forcément utile, mais c'est plutôt pas mal. Par contre, l'IA chez Microsoft est plutôt pas mal quand on voit Office, quand on voit GitHub et compagnie. Là, par contre, ça envoie du lourd, c'est très 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 pratique au quotidien. Voilà, bon visionnage, et puis on se retrouve pour la conclusion. Je vous dirai un petit peu ce que je pense de cette version de Windows 11, et puis ce qui vous attend probablement dans les mois qui arrivent sur ma chaîne, à la fois en termes de matériel, mais aussi en termes de Windows 11. On commence cette vidéo avec l'écran de verrouillage qui peut maintenant être paramétré avec des widgets. Donc je vous envoie à chaque fois dans les sections appropriées pour pouvoir regarder tout ça. Pour l'écran de verrouillage, c'est de la personnalisation. Vous allez dans la section écran de verrouillage, vous pouvez toujours modifier les fonds et tout ça, mais vous verrez qu'en plus vous avez la possibilité de voir vos widgets. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne en vous filmant l'écran, puisque si je verrouille, mon logiciel d'enregistrement n'enregistre plus. Pour l'écran de verrouillage, ça donne ça. Alors évidemment, il faut que je me cache, sinon la caméra Windows Hello va me reconnecter, mais vous voyez que sur l'écran de verrouillage, vous avez en bas ici une liste de widgets. Donc ici il n'y a que le widget météo que j'ai ajouté, mais vous pouvez en ajouter d'autres, et ce sont les widgets Windows 11, donc évidemment c'est extensible. À partir du moment où vous avez un widget que vous aimez bien, normalement vous pouvez le mettre sur cette barre de widgets affichée ici. Alors évidemment, ça va sortir des informations personnelles confidentielles, donc faites attention de ne pas mettre n'importe quoi sur votre barre de widgets. Donc voilà, ça s'affiche, c'est pratique. Par contre, vous voyez que quand je le réveille, je ne l'ai pas, cet écran barre de widgets. Enfin, ça se fait quand on verrouille la machine, donc on voit les widgets, mais par contre, quand on la réveille, l'objectif c'est avant tout de s'y connecter, et donc vous avez des informations de connexion, Windows Hello. Donc vous avez vu cette nouvelle section widgets, c'est ce qui est nouveau, donc évidemment vous pouvez continuer à personnaliser d'autres choses si vous voulez, mais on va se focaliser donc sur widgets que vous pouvez activer ou désactiver. La possibilité de personnaliser le widget, donc ça dépend évidemment du widget en question. Il y a des widgets qui sont personnalisables, d'autres qui ne le sont pas, de manière plus ou moins détaillée en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là c'est une localisation détectée, c'est pas du tout bon, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin de le configurer, c'était pour vous montrer que le widget météo, vous pouvez le configurer. Vous pouvez évidemment ajouter d'autres widgets, donc c'est la liste des widgets qui se trouvent configurés sur Windows 11 et qui sont compatibles évidemment avec cette fonctionnalité. Vous avez sur le Microsoft Store, vous avez la possibilité de trouver d'autres widgets, et donc vous pouvez vous ajouter autre chose si vous voulez, comme le moment du jour par exemple, vous ajoutez le widget, et une fois que vous avez les widgets, vous pouvez les glisser-déposer comme ça pour réordonner l'ordre dans la liste horizontale, et vous pouvez aussi ici avoir monter, descendre et supprimer si vous voulez retirer le widget. Donc voilà en quoi ça consiste, c'est intéressant pour si vous voulez faire afficher de l'information en plus sur votre écran de verrouillage, et donc ça se désactive si vous n'en voulez pas.
Quand on parle de Windows, il y a deux gros piliers dans Windows, hein, des incontournables, le menu démarrer, la barre des tâches, et c'est des choses qui ont été énormément retravaillées avec les Windows 11, puisqu'ils sont repartis de zéro pour proposer un nouveau menu démarrer et une barre des tâches repensée. Et donc, ils rajoutent au fur et à mesure des petites fonctionnalités, dont une qui est récente, mais qui n'est pas liée à ces toutes dernières versions, mais qui a la possibilité d'épingler en faisant un espèce de glisser-déposer. Donc, vous choisissez l'application et vous la glissez sur la barre des tâches. Vous voyez qu'ici, vous avez le lien, vous lâchez dessus, et ça vous fait un épinglage directement sur votre barre des tâches. Vous pouvez ensuite désépingler, soit en faisant détacher, soit en allant ici et en faisant détacher de la barre des tâches. Donc c'est des manières très simples de faire ça. Alors, par contre, ça marche pas tout le temps. De temps en temps, j'ai pas ce bouton lien qui apparaît. Donc je sais pas pourquoi. Ça m'est arrivé 2-3 fois que ça ne fonctionnait pas. Il faut savoir aussi que ce bouton lien est disponible, si vous le souhaitez, directement depuis la liste de toutes les applications. Donc si vous avez une application ici que vous voulez épingler, vous pouvez aussi le faire de cette manière-ci. Donc c'est extrêmement pratique, extrêmement rapide à faire et pas si mal pensé que ça au final, donc je pense que ça peut vous intéresser. L'autre chose, et vous m'avez vu probablement faire le clic droit, et donc peut-être que vous avez vu très rapidement, il y a pas mal de nouvelles entrées qui ont fait leur apparition ici, qui vous permettent de manipuler le menu la liste des programmes dans le menu démarrer. Vous pouvez en particulier remettre une application tout au début, la déplacer à gauche, à droite, la mettre dans un dossier d'application existant, donc si vous avez la liste de tous mes dossiers existants, mais vous pouvez aussi créer un nouveau dossier d'application. Et ensuite, vous avez des choses qui étaient déjà classiques dans ce menu contextuel, des épinglés, exécuter, ouvrir l'emplacement et compagnie. Pour certaines applications, vous pouvez aussi aller directement désinstaller depuis le menu démarrer, sinon ça vous envoie vers le menu des applications. Dans le menu démarrer, vous verrez également qu'il y a une recherche IA. Alors c'est le même type de recherche IA que vous trouverez sur les paramètres. On verra après les paramètres, je vous remontrerai cette petite icône. Mais c'est une recherche, on va dire, évoluée. Donc c'est une recherche qui non seulement utilise de l'IA en local sur la machine, mais qui est capable aussi de comprendre ce que vous tapez. Donc si vous dites par exemple installer une nouvelle application, normalement on est censé ici avoir une entrée qui dit comment faire pour installer une nouvelle application, et normalement moi j'aurais attendu ici que le résultat ce soit le Microsoft Store. C'est pas le cas, je sais pas pourquoi c'est pas le cas, à mon avis je pense que c'est pas encore au point. Vous voyez que la recherche ne me permet pas d'obtenir ce type de choses. Donc c'est dommage parce que c'est exactement le genre de choses où un utilisateur novice, par exemple, pourrait avoir envie de poser la question ou de suggérer cette demande à Windows 11. Et donc c'est là où j'attendrai que ça fonctionne. En tout cas, c'est pas encore, je trouve, au point. C'est un avis très personnel. J'ai essayé pas mal de questions. Des fois ça marche, des fois c'est quand même pas pertinent. Il faut aussi savoir que ça va rechercher dans les documents et compagnie. Donc si vous cherchez par exemple info sur Windows 11 24H2, logiquement il aurait dû sortir ici mon script. Vous voyez qu'ici dans documents, il a sorti mon fichier script de ce que je suis en train de faire comme vidéo en fait. Donc ça permet aussi d'aller rechercher des informations dans des documents. Vous voyez qu'ici, entre W11, 24H2 machin, je sais pas si c'est le 24H2 qui a fait sortir l'info, peut-être. Je vais enlever 24H2 pour voir s'il s'en sort. Oui, donc c'était 24H2, donc c'est un match sur le mot-clé. Mais normalement, il est aussi censé être capable de comprendre en fait le contexte de votre demande et de trouver dans les documents qui correspondraient. Bon voilà, ça a le mérite d'être là. Est-ce que ça fonctionne? Moi, je pense pas. En tout cas, pour le moment, c'est pas complètement au point, ou en tout cas, il y a beaucoup de situations où je trouve que c'est pas pertinent. Mais en tout cas, normalement, c'est censé être une amélioration. Donc, un menu démarrer qui continue à évoluer. Alors, je vous mettrai en capture d'écran le menu démarrer tel qu'il aurait dû normalement dans cette version là apparaître. Vous aviez sur le côté à droite ici la possibilité normalement d'avoir le menu du téléphone, donc ça c'est lié quand vous associez un téléphone à votre ordinateur Windows 11, vous avez la possibilité de faire plein de choses, utiliser comme webcam et tout ça, je vous avais montré tout ça, et normalement il y avait aussi la possibilité d'avoir un menu démarrer étendu qui affiche des informations sur votre smartphone. Bon, c'est toujours pas sorti, donc je vous le donne pour information, si vous le cherchez, ça a été retardé, donc a priori vous ne l'aurez pas tout de suite. L'autre truc, c'est que le menu démarrer affichait en bas des groupes, des suggestions, des choses comme ça, des améliorations qui étaient possibles de voir de manière assez efficace. C'est pareil, c'est pas non plus encore déployé. Donc ça s'arrête là pour le menu démarrer en tant que tel, donc on va maintenant regarder la barre des tâches.
Déjà, une petite fonctionnalité à la marge, mais sur la barre des tâches, vous avez la petite pilule ici qui a été retravaillée, donc le petite espèce d'onglet, je ne sais pas comment l'indiquer, le petit indicateur qui se trouve sous les applications, qui a été retravaillé et qui normalement est un peu plus visible et un peu plus réactif en fonction de ce qui se passe. Donc si votre application est un onglet multiple, si elle vous informe avec une notification, des choses comme ça devrait être normalement plus visuel, plus interactif. Ça, c'est vraiment à la marge. Sinon, un truc qui est intéressant, c'est que si vous allez dans les réglages, donc toujours vous allez dans personnalisation, vous allez dans la partie menu démarrer, vous allez dans la section barre des tâches, et d'ailleurs au passage, les réglages dans Windows 11 sont vraiment relativement bien organisés, donc on s'y retrouve quand même assez rapidement. Vous avez comportement de la barre des tâches, donc déjà vous aurez plein de réglages là-dedans. Vous verrez que si vous avez zappé ces réglages-là, il y en a pas mal qui sont apparus quand même depuis un petit moment. Et celui qui devrait vous intéresser puisqu'il est nouveau, c'est afficher les boutons de la barre des tâches plus petits. Vous avez 3 réglages possibles, toujours lorsque la barre des tâches est pleine ou jamais. Donc évidemment, lorsque la barre des tâches est pleine, c'est une fois que toutes les icônes ici sont venues la remplir, vous aurez le basculement vers des icônes plus petites. Et qu'est-ce que ça donne? Je vous montre avec toujours. Voilà, vous avez un petit bouton menu démarrer et des petites icônes. Alors malheureusement, certes ça libère de la place, donc ça vous permet d'avoir encore plus d'applications ouvertes sur la barre des tâches, mais ça ne réduit pas la taille de la barre des tâches. Donc la barre des tâches reste avec la même hauteur fixe, non réglable d'ailleurs, elle n'est toujours pas ajustable, contrairement je crois à Windows 10 ou les versions antérieures de Windows où vous pouvez régler. Mais au moins vous voyez que vous pouvez densifier le nombre d'applications dans la barre des tâches, et ça peut être appréciable. Moi j'aime pas avoir trop d'applications ouvertes, et quand j'en ai beaucoup, de toute façon je suis en multi-écran, donc en général ça pose pas de problème, mais si vous êtes dans cette situation là, je pense que vous apprécierez d'avoir des icônes un petit peu plus petites. Les autres améliorations que je pourrais vous noter, outre les nouvelles applications, tout ça, c'est si vous allez ici dans les réglages rapides, vous avez des nouvelles entrées, en particulier, qu'on utilise finalement assez peu, suivant les personnes évidemment, mais c'est les réglages d'accessibilité. Vous avez maintenant un menu d'accessibilité. Donc vous voyez ici, vous avez le menu d'accessibilité, vous cliquez dessus et vous avez tous les réglages d'accessibilité qui sont directement comme ça accessibles, pour le coup, groupés et faciles à activer et à désactiver. Donc voilà, vous avez aussi la fonctionnalité retrouvée, dont je parlerai en fin de vidéo, donc c'est le recall, la fonctionnalité IA, que vous pouvez débrayer ou activer directement depuis ce bouton là, mais la plupart du temps il est aussi disponible ici, donc c'est pas forcément plus rapide, mais au moins vous avez un bouton aussi qui est disponible là. Pour rappel, on ne peut plus personnaliser cette liste-ci, c'est hyper dommage. Avant on pouvait tout faire, on pouvait supprimer, on pouvait redéplacer dans n'importe quel sens. C'est beaucoup plus figé, c'est beaucoup plus dommage, et c'est beaucoup moins, ça s'adapte en fait beaucoup moins à vos habitudes de travail ou d'utilisation. On va parler maintenant de manipulation de fichiers et quelque part aussi de tout ce qui tourne autour. Donc on a l'explorateur de fichiers. L'explorateur de fichiers, pour vous faire la petite démo. Donc ici j'ai navigué, j'étais directement dans le raccourci rapide document, mais j'ai navigué sur mon disque pour avoir ici l'arborescence complète. Donc je suis sur C utilisateur, enfin PC, C utilisateur, Guillaume, mon compte, document. Vous avez une fonctionnalité qui a été ajoutée il y a pas si longtemps que ça sur Windows 11 dans l'explorateur, qui est le fil d'Ariane. Donc vous pouvez directement comme ça, par rapport à ce qui s'affiche évidemment à l'écran, alors je vais agrandir cette fenêtre, comme ça ce sera plus visible, vous pouvez directement déplacer un fichier dans la partie breadcrumb ou fil d'Ariane de ce qui s'affiche ici. Donc ça vous permettrait facilement d'aller remonter un fichier, ou un ensemble de fichiers, ou un répertoire, dans un répertoire justement qui est parent de là où vous vous trouvez. Ça peut être assez pratique si vous avez besoin comme ça de déplacer des choses. Concernant aussi autre chose que je voulais vous montrer qui est assez intéressant, c'est le partage. Donc si vous faites un clic droit ici, vous pouvez partager, hein, c'est une fonctionnalité qui a pas mal évolué avec Windows 11, donc vous avez évidemment les partages rapides préenregistrés, mais vous avez aussi autre option. Dans autre option, vous allez avoir ici le menu de partage. Ici j'ai choisi expressément une photo, et vous voyez que pour une photo, on a un changement ici qui s'est opéré, donc vous pouvez la partager de manière originale, c'est-à-dire dans le format d'origine. Vous pouvez aussi choisir de la réduire en termes de taille, donc elle est retravaillée à la baisse en termes de définition et en termes de compression pour qu'elle soit beaucoup plus petite. Et donc au lieu d'avoir un réglage, je crois que c'était de 0 à 100, quelque chose comme ça, vous avez maintenant quelque chose de plus simple à utiliser avec faible, moyen, élevé et original. Vous pouvez la modifier, vous pouvez la copier, et vous avez évidemment toutes les actions de partage que vous aviez précédemment qui se trouve dans ce menu qui est relativement pratique quand même à utiliser. Je vous parlais du menu contextuel, donc du clic droit. Vous voyez qu'il a évolué dans le sens où déjà dans la 24H2 vous aviez
non seulement le texte, mais aussi l'icône, ou plutôt non seulement l'icône, mais aussi le texte, puisqu'ils ont rajouté le texte, pour que ce soit bien parlant pour tout le monde, parce qu'il y avait des gens qui ne comprenaient pas à quoi servait chacune des icônes, donc ils ont mis les deux. Vous avez des petites barres bien précises ici, qui viennent séparer les différentes possibilités. Vous avez toujours affiché d'autres options qui ouvrent le menu, le clic droit menu contextuel d'origine, et vous avez aussi donc ici les entrées qui ont été mises par défaut Microsoft. Vous avez aussi des logiciels tiers qui peuvent venir rajouter des entrées, et en particulier vous avez des choses autour de Copilot et de l'IA, donc on en reviendra dessus, mais le menu contextuel est aussi sensible à Copilot, donc si vous faites un clic droit, vous pouvez injecter le fichier que vous avez sélectionné ici et le mettre dans Copilot. Et d'ailleurs c'est marrant, mais ici j'ai un souci, j'ai Copilot qui est buggé. Donc on voit ici la photo qui a été mise en place, mais Copilot sort de la fenêtre. Donc c'est pas pratique à manipuler. Mais vous voyez que la photo que j'avais sélectionnée, l'image que j'avais sélectionnée, est bien injectée dans le contexte de Copilot, et donc je peux lui poser des questions dessus. Un truc aussi que vous remarquerez peut-être suivant vos cas d'utilisation, il y a des situations où c'est vraiment, on va sentir vraiment la différence, c'est un changement drastique au niveau de la manière dont la décompression s'exécute. Et en particulier sur les fichiers rares et 7-zip, Windows 11 a été très fortement amélioré très récemment pour être plus performant sur l'extraction. Donc évidemment ici, on ne le verra pas spécialement, parce que c'est un simple fichier unitaire, donc voilà, ça va pas me changer la vie, mais il y a quand même un retravail qui a été fait, puisque des fois c'était vraiment hyper lent avec l'outil intégré dans Windows 11, et il fallait installer, ce que je fais toujours d'ailleurs, un 7-zip par exemple, pour avoir quelque chose de plus pertinent et de plus performant. On va attaquer maintenant un chantier qui n'est même pas le chantier de Windows 11, puisque ça fait des années et des années que Microsoft essaye de retravailler ça, c'est les paramètres. Les paramètres, je pense qu'on arrive enfin à quelque chose de plus correct, mais on a toujours, en 2025, le panneau de contrôle, enfin le panneau de configuration avec les différents réglages. Il y a certains réglages qui ne se trouvent encore qu'à cet endroit-là. Donc le panneau des paramètres de Windows 11 n'a encore pas tout remplacé. Mais par rapport au tout premier panneau de réglage de Windows 10, les différentes évolutions, puis pas la reprise à zéro, mais presque, avec Windows 11 et tout ça, on est quand même dans une situation bien plus intéressante. Et vous verrez que cette homepage a été retravaillée en vous mettant des informations qui sont normalement plus pertinentes, plus intéressantes, en particulier si vous avez des comptes Microsoft, ça vous les affiche directement. Pour les appareils Bluetooth, c'est pareil, vous aurez directement un accès au Bluetooth ou à différents réglages ici. Et si vous êtes en entreprise, vous aurez aussi pour l'entreprise la possibilité de venir y injecter là des choses qui sont assez spécifiques. Donc vous aurez un menu d'accueil qui est beaucoup plus complet et beaucoup plus pratique à utiliser. Vous voyez qu'en quelques clics, je sais si je suis à jour en termes de mise à jour, à quoi je suis connecté en Wi-Fi ou en réseau câblé. Ici je suis en Wi-Fi, mais peu importe, on voit l'information. Si j'ai du stockage ou du Bluetooth, on voit que j'ai tout de suite accès, donc c'est extrêmement pratique. Ce qui a été aussi mis à jour, c'est dans la partie système, et quand vous allez dans information système, vous avez ici ces cartes donc, qui sont disponibles et qui vont encore s'enrichir avec des informations sur le type de machine et des informations techniques sur la machine. Vous avez aussi une FAQ qui est disponible en bas de cette page et qui permet d'avoir les réponses standards, on va dire, sur les questions que vous pouvez vous poser sur Windows, donc ce qui peut vous être utile aussi. Alors je vous parlais de panneaux de configuration et de différents réglages qui migrent au fur et à mesure. Vous voyez que ça devient de plus en plus allégé, il y a de moins en moins de choses en fait qui restent là-dedans, et ce sera sûrement à un moment donné uniquement pour de la compatibilité, il n'y aura plus besoin du tout d'aller à cet endroit-là pour régler les choses. Quelque chose qui manquait encore et qui a été ajouté, c'est le réglage en fait de votre pointeur de souris. Si vous allez dans accessibilité, pointeur de souris, interaction tactile, vous voyez maintenant que vous pouvez changer facilement le thème du pointeur. Alors c'est de l'accessibilité, mais c'est aussi pour certaines personnes juste du look, pour changer en fait soit la forme du pointeur, soit la taille du pointeur, que vous pouvez aussi modifier. Donc si vous avez des démos à faire, des choses comme ça, vous pouvez aussi aller à cet endroit-là, et personnaliser différentes choses, dont les traînées, des choses comme ça. Tout se trouve maintenant à cet endroit-là. Donc vous avez l'ombre, vous avez la traînée du pointeur, donc vous avez vraiment plein de choses qui sont des vestiges, on va dire, du passé, parce que la traînée du pointeur, c'était pour pallier principalement pas à des déficits visuels, mais c'était surtout pour pallier à des dalles qui étaient très très lentes en termes de rafraîchissement. L'ombre du pointeur, c'est pareil, c'est pas forcément au goût du jour, mais en tout cas, vous voyez que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, configurer, et qui se trouve maintenant dans le même jeu de réglages que l'ensemble de vos réglages de Windows, et donc c'est quand même sympa d'aller à un seul endroit pour quasiment maintenant pouvoir régler toute sa machine.
Un autre réglage dans le même genre, c'est heure et langue, et vous pouvez maintenant aller définir les régions, tout ce qui est langue et région, donc vos langues préférées, vos styles de clavier, tout ça, pays, format et compagnie. Donc là-dedans, vous verrez que ça s'est complété en fait. Vous avez maintenant normalement quasiment tout ce qu'il faut pour configurer vos personnalisations géographiques en termes donc de langue et de layout de clavier. Donc si vous êtes en AZERTY, QWERTY et compagnie, si vous avez des spécificités régionales en termes de format de nombre, je sais pas, même au niveau de la langue, si vous avez des spécifications dans votre langue, voilà, donc vous avez plein de trucs que vous pouvez régler et qui peuvent être super pratiques sans avoir besoin de quitter ce menu des paramètres. Autre chose aussi dans la partie application, étant donné que ici je suis sur une installation européenne, Windows 11 doit se conformer à la loi européenne, et la loi européenne exige par exemple qu'on puisse retirer certaines applications fournies par défaut dans Windows 11, en particulier le navigateur internet, les choses comme ça. On revient sur des trucs qui n'auraient jamais dû changer de l'époque de IE et compagnie, mais Microsoft a recommencé à injecter ces applications sans qu'on puisse les enlever. L'UE a donc légiféré là-dessus. On peut maintenant donc supprimer les applications, mais aussi on peut définir les applications par défaut et surtout de manière simplifiée. Donc dans cette section application par défaut, vous verrez que vous pourrez spécifier votre navigateur internet, assigner aussi très facilement votre lecteur PDF si c'est votre navigateur internet ou éventuellement autre chose, mais en un clic vous pourrez personnaliser l'application qui doit gérer tel ou tel fichier. Donc voilà, c'est assez pratique, vous avez la possibilité très simplement ici de faire ouvrir les panneaux d'application, de choisir l'application qui doit ouvrir telle ou telle extension, ou de le faire de manière plus globale en cherchant ici ce que vous voulez en fait régler. Voilà, et c'est de la mise en conformité aussi, donc en tout cas pour la législation européenne, ce qui permet d'avoir un Windows un peu moins pollué par des choses dont vous n'avez pas besoin ou envie. Vous avez aussi un menu système, alors qui pour le coup est technique, je vous ferai une capture d'écran parce que pour le coup là je vais pas pouvoir le faire. Et puis ça se verra pas bien, donc je vous le ferai à main levée avec mon appareil photo. Mais vous avez aussi le menu HDR qui a été retravaillé, et donc je vous montrerai en quoi il consiste. Mais ici, je suis pas connecté sur un écran qui est compatible HDR, donc du coup, j'ai pas les réglages en fait qui apparaissent. Mais je vous montrerai avec un écran qui le supporte. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme réglage. Vous verrez, c'est 2-3 petites entrées en plus, et de leur mise en place en fait en termes de menus. Le HDR se gère dans la section écran. Ici, pour l'instant, moi, il est désactivé puisque dans mon cas, pour mon écran, par défaut, il est désactivé, le HDR. Je suis obligé d'aller le configurer. Je vous avais montré à l'époque comment fonctionnait sur cet écran le HDR. Donc, je vais le mettre par exemple en mode bureau, ça va suffire largement. Si vous ne savez pas ce que c'est que le HDR, High Dynamic Range, c'est un procédé sur l'image ou sur la vidéo pour accentuer les contrastes en gros. Donc les zones lumineuses vont être beaucoup plus lumineuses, les zones sombres beaucoup plus sombres, et là ça se voit parce que c'est éblouissant tellement mon écran devient lumineux. Mais l'idée aussi c'est de ne pas perdre de détails et dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Donc on augmente la plage dynamique et on rend du coup l'image plus jolie avec... Par exemple, si vous jouez ou si vous regardez un film avec des trucs très sombres, vous avez beaucoup plus de détails dans les zones sombres. Les films d'horreur, les trucs comme ça sont beaucoup plus jolis en gros. Pareil, si vous regardez un film très lumineux avec du ciel, des choses comme ça. Voilà, ça sert à ça. Et donc, on peut jouer en HDR, on peut regarder des vidéos en HDR, et c'est pour ça que c'est tout à fait pertinent sur un système d'exploitation. Donc, quand on active le HDR, en tout cas quand on le met sur l'écran, on voit ici qu'on a le menu HDR qui est maintenant disponible et sur lequel on peut venir changer les réglages. Donc le menu en lui-même a un petit peu évolué de manière à ce qu'il soit plus précis. Donc on a plus d'informations, les textes ont été retravaillés dans Windows 11 pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe avec les petites vidéos, les avant-après, les trucs comme ça. Vous verrez dans la section HDR ici que vous pouvez activer ou désactiver, puisque depuis Windows, vous voyez qu'on peut déclencher l'activation du HDR ou pas, c'est très pratique. Moi en général je désactive le HDR sur mon écran, mais ça permet comme ça, depuis une fonctionnalité logicielle, d'activer ou de désactiver le HDR, avec un écran qui est tout le temps en mode HDR. Donc c'est beaucoup plus pratique à faire comme ça. Après ça, vous réglez comme vous voulez. Moi, j'exploite peut-être pas les fonctionnalités HDR de mon écran, mais honnêtement, pour la plupart du temps, j'en ai pas besoin. Et donc dans cette partie HDR, donc non seulement, je vous l'ai dit, c'est plus précis en termes de texte, mais vous avez aussi autorisé le streaming vidéo HDR, même si HDR est désactivé, ce qui est une nouvelle fonctionnalité. Donc voilà, vous avez plein de réglages HDR automatique, Dolby Vision si votre écran est compatible, puisque le Dolby Vision est une technologie, une technique, un standard pour faire du HDR, comme d'autres. Donc vous avez tous ces réglages qui sont ici présents, et donc normalement qui sont plus lisibles, plus exploitables, avec quelques petits réglages en plus.
Et vous avez aussi 2-3 réglages qui peuvent vous intéresser, mais moi je ne les ai pas sur ma machine, donc je ne peux pas vous montrer. Sous application ici, sous démarrage, vous allez avoir ici une entrée qui s'appelle Resume. Alors je ne sais pas comment elle est nommée en français, puisque de toute façon je ne la vois pas. Mais cette entrée-là va vous permettre de définir si vous acceptez que certaines applications permettent de passer le relais d'un support à un autre. Par exemple, la première qui est supportée, c'est OneDrive. OneDrive que j'ai normalement ici, qui est configuré. Donc a priori, normalement, j'aurais dû avoir l'entrée, mais c'est pas encore déployé sur ma machine, ou en tout cas, c'est pas accessible sur ma machine. Si vous avez Resume ici, que vous activez OneDrive, si vous commencez à éditer un fichier dans OneDrive, par exemple, je sais pas, un fichier texte, vous pouvez, pendant quelques minutes, quand vous changez de machine, donc ici vous arrivez sur votre machine Windows 11, avoir une notification qui vous dit est-ce que vous voulez continuer l'édition de ce fichier. Et donc ça, vous pouvez le configurer pour l'activer ou le désactiver par application qui supporte cette fonctionnalité-là. Un autre réglage aussi qui est assez intéressant, c'est dans Bluetooth et appareil et stylet Windows Ink. Alors c'est pareil, j'ai des stylets, mais ici malheureusement, je n'ai pas la possibilité de vous le montrer. Mais si vous avez un stylet et que ce stylet est compatible et en plus a un bouton, vous pouvez configurer ce bouton sur appui simple, appui double, appui triple pour déclencher des actions configurables. Et ces actions, ça peut être maintenant Click to Do. Donc comme vous pouvez le faire à la souris, Click to Do, et je vous montrerai ça un petit peu plus loin dans la partie IA, vous avez la possibilité de déclencher Click to Do avec votre stylet. Donc ça vous permet de l'avoir avec le stylet, avec la souris, et donc il est accessible en un clic de souris, donc c'est vraiment super pratique. Et enfin, la dernière petite chose qu'il faut voir, c'est ce menu de recherche. Alors je crois que ce menu de recherche, ce champ de recherche, il va passer en haut là-haut, je crois, de ce que j'ai compris, mais pour le moment il est toujours ici. Mais vous voyez qu'il a la petite loupe ici, copilote. Donc c'est une recherche par IA. Et on vous dit ici que cette recherche peut ne pas être correcte et compagnie, comme n'importe quelle recherche IA. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'au lieu de taper un mot-clé, et au lieu de savoir exactement ce que vous cherchez, vous pouvez dire mon curseur de souris est trop petit. Et on peut ici, Windows peut directement comprendre ce que vous avez tapé. Alors évidemment, curseur de souris, c'est peut-être un peu précis, mais vous voyez qu'il vous envoie directement vers ce qui peut vous aider. Alors le meilleur choix ici, ce serait celui-là, pointeur de souris, interaction tactile, puisque je viens de vous le montrer, et je peux changer ici la taille. On peut imaginer, pour le moment c'est pas le cas, c'est pas encore au point de vous emmener exactement au bon endroit, mais on peut imaginer que ça vous envoie directement sur cette section taille, où vous pouvez directement régler la taille du curseur. D'ailleurs, normalement, Copilote était capable aussi directement de changer des configurations de votre machine. Donc on pourrait ici imaginer par la suite qu'au lieu d'avoir à taper ce genre de choses, vous disiez mon curseur de souris trop petit double sa taille et ça le fasse pour vous. Pour le moment, c'est juste une recherche avancée, recherche qui est en IA locale, hein, comme beaucoup de choses d'IA, on en reparlera, mais l'IA fonctionne sur la machine, donc du coup, pas de recherche sur internet ou autre pour trouver comment régler la machine. Je voulais aussi parler d'accessibilité, parce que souvent on n'en parle pas, il y a des options d'accessibilité, vous voyez, qui n'ont pas directement à voir avec un handicap ou autre, changer son pointeur de souris, tout ça, c'est pas directement lié à de l'accessibilité au sens strict du terme, mais ça aide à mieux utiliser sa machine, quelle que soit la raison pour laquelle on veut l'utiliser. Et ce qui a changé, c'est en particulier une avancée qui a changé, c'est le narrateur. Donc le narrateur, c'est ce qui est capable de vous lire ce qui se passe à l'écran. Donc vous avez toujours la possibilité de déclencher avec un raccourci clavier ou la possibilité de déclencher manuellement. Numérisé, narrateur fenêtre titre de niveau 1, bienvenue dans le narrateur. Il s'agit de la passe paramètres fenêtre, narrateur, bouton bascule, numérisation désactivée. Voilà, donc j'étais obligé de baisser un petit peu le volume parce que sinon ça parle beaucoup, forcément c'est l'objectif. Et vous avez la possibilité, donc dès que vous lancez le narrateur, d'être accueilli par une page qui vous explique en fait en quoi consiste le narrateur. Donc vous l'avez vu, cette page d'accueil assez pratique. Donc si vous voulez le configurer, c'est ici, ouvrir l'accueil du narrateur, afficher l'accueil du narrateur, vous pouvez l'activer, le désactiver comme vous voulez. Et vous avez le rideau d'écran ou screen curtain aussi qui a été ajouté, donc vous faites Vermage, CTRL et C, et vous voyez que ça cache complètement le contenu de l'écran, et vous pouvez remettre le contenu d'écran. Voilà, donc c'était une petite fonctionnalité d'accessibilité. L'autre fonctionnalité d'accessibilité qui peut vous intéresser, si vous en avez besoin, c'est toujours le même principe, c'est le Voice Access, ou accès vocal. Vous avez la possibilité ici d'ajouter des mots personnalisés. Donc si vous l'activez, vous pouvez rentrer des mots personnalisés, des choses comme ça. Donc ça peut être assez intéressant pour avoir une saisie vocale qui correspond parfaitement à ce dont vous avez besoin. Donc c'est des améliorations sur l'accessibilité et c'est toujours très intéressant parce que Microsoft fait beaucoup d'efforts pour que
Windows 11 soit accessible. Je ne sais pas à quel point il l'est, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un système d'exploitation où il y a beaucoup quand même d'efforts qui est fait pour qu'il soit configurable et qu'il y ait des accessoires qu'on puisse brancher dessus pour le rendre aussi utilisable que possible. Fonctionnalité également super intéressante, mais alors je ne peux pas vous le montrer, c'est la possibilité de transférer votre configuration d'une machine à une autre machine, donc si vous changez de machine par exemple. Ça se fait avec les backups et les sauvegardes synchro Windows 11. Malheureusement, je n'ai pas l'application. Je ne sais pas si c'est parce que l'application n'est disponible que dans certaines langues ou s'il y a des limitations ou des choses comme ça. Mais en tout cas, moi je ne l'ai pas. J'ai pas backup, j'ai pas d'application backup, j'ai pas d'application transfert. Donc du coup, je peux pas vous montrer ce truc-là en action. C'est dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, sachez que si vous avez besoin de migrer d'une machine à une autre, normalement, vous aurez tôt ou tard une application qui va apparaître, qui existe déjà, hein, qui est Windows Backup en fait, l'application, mais qui normalement vous permettra en plus de faire des transferts d'une machine à une autre. Ce qui était un petit peu son rôle en offline, là il peut le faire de manière un peu plus, on va dire, efficace. On arrive, alors j'allais dire au gros morceau, mais en fait, moi c'est le morceau qui m'intéresse le moins, mais c'est là où Microsoft, je pense, investit le plus de temps, parce qu'il y a plein de petites choses qui sont corrigées, mais il y a aussi beaucoup de choses où on sent qu'ils passent énormément de temps à développer des trucs autour de l'IA. Donc on va parler de l'IA, spécifiquement dans cette partie-là. Je vous donnerai aussi évidemment mon point de vue sur les fonctionnalités et tout ça, mais gardez à l'idée que je vais survoler les capacités IA de Windows 11 ici. L'objectif c'est juste de vous montrer qu'elles apparaissent, qu'elles arrivent, qu'elles sont disponibles en Europe, zone européenne, et donc en France aussi, parce que le français commence à être supporté. Mais si vous voulez que j'investisse un peu plus de temps dans une vidéo dédiée sur les capacités IA de Windows 11, je pourrais faire un deuxième contenu cet été, un nouveau contenu en tout cas cet été sur l'IA dans Windows 11 tel qu'il est maintenant. Mais vous voyez que j'ai plein de choses qui sont apparues, puisque j'ai une machine aussi spécifiquement pour faire ce type de contenu, qui est une machine qui a un NPU. Donc un NPU, pour information, c'est le coprocesseur qui permet de faire de l'IA, en tout cas sur Windows. Donc ici vous voyez, si je vais dans performance, j'ai un processeur qui est extrêmement bien placé pour faire de l'IA mobile, c'est le Ryzen AI 9 HX Pro 370. Très bonne carte graphique intégrée et aussi très bon NPU intégré. Et le NPU, donc, c'est un coprocesseur dédié à faire du calcul d'IA. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, quasiment l'intégralité des fonctionnalités d'IA de Windows 11, à part quelques trucs annexes, qui fonctionnent sur la machine en local. C'est pour ça que si vous n'avez pas ce NPU, si vous n'avez pas un processeur qui est capable de faire cette accélération-là, les Core 1, Core 2 de chez Intel, les Qualcomm Snapdragon, pour la partie ARM, et puis donc ces processeurs AMD, vous n'aurez pas d'accélération IA et donc vous n'aurez pas de fonctionnalité IA. Parce que, et je pense que c'est une très bonne chose, la majorité donc fonctionne en local et donc a besoin d'une accélération IA. Sinon, sans accélération IA, un processeur serait tout le temps les deux genoux à terre à essayer de faire tourner les différents modèles, les différents calculs qu'il doit faire travailler. Donc c'est pour ça qu'il y a des parties du processeur qui sont dédiées à ce genre d'activité, et c'est pour ça que c'est nécessaire si vous voulez exploiter des fonctionnalités d'IA sur votre machine Windows 11. Donc tout ça pour dire deux choses. L'importance d'avoir un matériel approprié si vous faites de l'IA. Alors ici on parle de l'IA dans Windows, c'est pas une carte graphique RTX et compagnie, on parle vraiment de fonctionnalités IA intégrées dans l'OS. L'autre chose, c'est le fonctionnement local. Ça va pas, sauf quelques fonctionnalités très particulières, ça va pas partir sur internet faire des recherches, faire des calculs, des trucs comme ça, sauf Copilot par exemple, ou quelques fonctionnalités de génération de photos, enfin d'images. Donc c'est très très bien, ça reste sur la machine, c'est en sécurité, c'est pas mal. Voilà, c'était l'aparté pour vous dire que c'est important si vous voulez pouvoir profiter de l'IA d'avoir le matériel qui correspond, sinon vous n'aurez pas de fonctionnalité d'IA. Et c'est pas plus mal, hein. Moi sur ma machine perso fixe, j'ai pas d'IA, c'est pas non plus la mort pour Windows. C'est autre chose quand on parle d'être efficace en termes de productivité, de développement ou je sais pas quoi, mais pour Windows, pour l'instant en tout cas, c'est des fonctionnalités dont on peut se passer. Le premier point qui nécessite que je prenne la caméra avec moi, c'est que si vous avez une touche copilote ou un raccourci copilote à défaut, mais c'est bien d'avoir une touche copilote si vous utilisez beaucoup copilote pour Windows 11, vous avez la possibilité d'interagir en appui long sur la touche copilote. La touche copilote, évidemment, si votre machine est équipée d'une touche copilote, sinon il faudra utiliser le raccourci copilote que vous pouvez aussi personnaliser, mais si vous avez une touche copilote, vous pouvez aussi rester enfoncé sur la touche, donc pour déclencher une interaction vocale comme n'importe quel assistant que vous auriez, par exemple sur un smartphone, une tablette, Android, iOS et compagnie. Donc vous restez enfoncé dessus. Bonjour, comment ça va? Salut. Donc vous avez le petit menu ici,
Alors là, elle va peut-être me parler dans plusieurs langues. Je sais pas trop ce qui va se passer, mais en tout cas, vous avez le petit menu ici, avec le bouton microphone, et donc là, elle vous écoute. Enfin, je dis elle, parce que j'ai mis une voix féminine, hein, évidemment. Ah, d'accord, vous avez des mains occupées alors. Pratique le mode main libre. Donc là, elle a un accent espagnol, je dirais, c'est assez original. Bonjour, peux-tu te présenter? Salut, je suis copilote. Bon, c'est pas nickel nickel, hein. J'ai eu des meilleures interactions vocales évidemment que ça, mais toujours est-il que vous avez donc cette touche pour le déclencher. Alors si vous appuyez une seule fois, ici ça arrête l'interaction vocale, et vous pouvez aussi démarrer l'application Copilote, donc l'application classique, juste avec un appui court. Donc comme ça vous avez aussi la possibilité d'interagir autrement, et vous avez là aussi le petit microphone, donc c'est un raccourci pour interagir sur votre écran de manière plus rapide. L'autre chose, vous m'avez vu faire la démo tout à l'heure, vous avez vu que c'était pas spécialement convaincant, vous avez la recherche avec agent directement ici dans le menu démarrer. Donc quand vous tapez, normalement ça va rechercher de manière intelligente avec de l'IA dans vos réglages, vos applications, vos fichiers au sens large, et vous avez ce même type de recherche dans vos réglages, vos paramètres, donc dans Windows 11. Vous avez vu que c'est pas hyper convaincant, ça marche pas dans toutes les situations. Pour rechercher un paramètre, ça va à peu près, je trouve, même si la meilleure suggestion n'est pas en tête de liste à plusieurs reprises quand j'ai fait les tests. Ça fonctionne, je suis moins convaincu, j'étais déjà pas convaincu par la recherche dans Windows 11, mais la recherche IA est pas plus intelligente qu'une recherche classique. Donc voilà, je sais pas à quel point c'est branché, à quel point c'est au point, mais pour le moment, c'est bon, c'est là, ça marche pas forcément super bien. L'autre truc que je voulais absolument vous montrer, c'est Click to Do. Click to Do, d'ailleurs, vous le verrez, c'est déjà un nouveau pilier de l'IA de Windows 11, mais c'est aussi présent dans Recall ou Retrouver, puisque c'est un ensemble de captures d'écran, Recall, Retrouver, et l'écran, vous pouvez interagir avec. Donc imaginons que j'ouvre ici différentes applications. Alors je vais essayer, j'ai un petit bureau ici pour vous faire la démo pour que ce soit zoomé et que vous voyez bien, donc évidemment ça va être un petit peu compliqué. Vous avez la possibilité d'appeler Click to Do directement en faisant Windows et clic. Et là vous allez voir ici que l'entourage devient un peu magique, hein. Vous avez ce petit halo licornieux autour de votre écran, et vous avez ce gros point ici qui vous permet de savoir où se trouve votre souris en mode Click to Do. Donc en fait, qu'est-ce qui vient de se passer au moment où je vous montre ça? Au moment où je vous montre ça, en fait, il y a une capture d'écran de votre bureau qui a été prise, et il y a une reconnaissance par IA qui a été faite pour détacher différents blocs sur votre bureau. Donc ici, en Click to Do, puisqu'on est sur un bureau en cours de travail, on n'est pas sur du recall, donc du retrouver, ça se focalise principalement sur de la recherche textuelle, des choses comme ça. Et donc, ensuite, vous voyez qu'ici, les blocs, quand j'ai survol, on peut interagir avec. Et par exemple, on peut très bien faire un clic droit et dire ouvrir avec bloc-notes, et ça va copier-coller, et ça vous met directement le texte dans le bloc-notes. Donc en fait, ça fait interagir n'importe quoi qui se trouve à l'écran avec n'importe quoi d'autre dont les capacités sont présentes. Comme c'est devenu du texte, si par exemple vous cherchez, je sais pas, paramètres, vous voyez que quand je commence à taper, ici ça se colorie. Paramètres, paramètres, paramètres. Et donc ça peut être pratique suivant les situations, si vous cherchez des choses, si vous avez beaucoup de texte à l'écran, si vous êtes par exemple sur un site web où vous voulez faire des recherches, ou même si vous voulez simplifier un site internet. Imaginons par exemple que je veux interagir avec cette page, je fais Windows clic. Donc ici, vous voyez que la recherche textuelle a eu lieu. Et je peux très bien lui dire ensuite d'aller synthétiser ce genre de choses. Donc vous voyez que j'ai action avec copilote, je peux résumer, je peux créer une liste à puces, je peux réécrire et changer la manière dont c'est réécrit. Je peux aussi faire des recherches textuelles. Donc si je cherche la version de mai de Windows 11, vous voyez qu'il peut me le survoler. Et ensuite, je peux sélectionner des blocs et puis ici lui dire fais-moi une liste à puces. Et il va calculer en fait ce genre de choses, vous voyez, est calculé automatiquement à partir de ce qu'il voit à l'écran des résumés d'IA. Donc Click to Do, c'est une fonctionnalité en pleine évolution avec des passerelles. L'objectif, c'est de capturer ce que vous voyez à l'écran et d'en faire quelque chose dans une autre application. Donc ça peut être de l'extraction de texte, ça peut être de l'extraction d'images, ça peut être, je sais pas, vous voyez une photo qui vous plaît, mais vous voulez la transformer en fond d'écran, en plein écran, en 4K, vous pouvez imaginer des fonctionnalités d'IA, ça extrait ce petit bout d'image, ça vous en fait un beau fond d'écran tel que vous l'aimez. C'est du potentiel, Click to Do, pour brancher de l'IA sur ce sur quoi vous êtes en train de travailler. C'est très similaire à du Google Lens ou des choses comme ça, mais en version, on va dire, pas encore aboutie, puisque pour le moment, Click to Do est assez, on va dire, récent, donc il n'est pas branché partout. Mais vous pouvez imaginer
les choses au sens large, tel qu'on a avec Gemini, qui est capable de voir en temps réel, par exemple, l'écran de votre smartphone, et de vous faire des suggestions en disant, bah, moi je vois ça, si tu veux faire ça, va à cet endroit, ou fais ceci, et tout ça. C'est ce genre de choses, Click to Do, ce genre d'interaction entre votre écran, enfin ce que vous voyez à l'écran, et de l'IA pour vous aider à en faire quelque chose, à l'extraire, à l'exploiter, à le synthétiser, à le reformuler, à mieux le comprendre. Donc ça peut être assez pertinent et assez sympa. Et donc je suis revenu dans mon script pour Windows 11, et donc vous voyez qu'ici, Click to Do, il a une intégration avec Copilot, il a aussi une intégration avec Copilot 365. Donc si vous avez évidemment la suite Office Copilot 365, je ne sais plus dans quel ordre qu'on le dit, mais vous avez aussi la possibilité d'aller interagir avec cette suite-là pour en faire quelque chose. Donc moi, vous voyez que j'ai uniquement l'intégration simple Copilot, j'ai pas la partie Office, et puis de toute façon, j'ai pas Office sur cette machine-là, mais normalement, vous avez ce type de capacité également. Donc c'est des passerelles qui vont se créer. Ici, c'est dans le monde Microsoft pour le moment, mais je pense qu'à terme, il y aura des passerelles vers évidemment les applicatifs au sens large de Windows. Reste maintenant le gros du morceau, à savoir l'icône que vous voyez ici, qui s'appelle Recall ou Retrouver en français. Donc je vous l'ouvre, j'ai ici suspendu le service parce que de toute façon je fais actuellement cette vidéo, donc j'ai pas envie qu'il aille capturer tout ce que j'ai fait pendant la vidéo, quoique ça aurait pu être sympa, j'aurais pu vous montrer tout ce qui s'est passé pendant que je capturais. Alors, Recall ou Retrouver, c'est une fonctionnalité qui est très tendancieuse, dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui vont pas se retrouver dans ce type de fonctionnalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette fonctionnalité est maintenant un opt-in, c'est-à-dire que par défaut, vous n'avez pas Recall ou Retrouver, je préfère l'appeler Recall, mais bon, je vais essayer de l'appeler Retrouver parce que c'est le nom en français. Vous n'avez pas cette fonctionnalité qui est activée par défaut. Alors, est-ce que ça le sera indéfiniment pour toujours et tout ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, vu le tollé qu'il y a eu quand Microsoft a essayé de sortir pour la première fois Retrouver sur Windows 11, je pense qu'ils sont partis sur une approche plus sûre en activant la fonctionnalité, déjà que pour les gens qui ont le matériel pour le faire, et ensuite que si vraiment vous aviez envie de l'utiliser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une fonctionnalité d'IA, je vous l'ai dit, pour que ça fonctionne, une fonctionnalité d'IA dans Windows 11 sur la majorité des cas de figure, c'est du calcul local, donc à NPU, et du calcul local. Donc il n'y a pas d'interaction avec Internet ou quoi. Donc tout ce qui est fait dans Retrouver, vous allez voir, c'est hyper important comme information, tout ce qui est fait dedans reste sur votre machine, ne sort pas de votre machine, les calculs sont locaux dans votre machine. La dernière chose, et vous m'avez vu ici quand j'ai ouvert Recall, quand vous ouvrez Recall ou Retrouver, on vous demande de vérifier votre identité. Donc ça, c'est Windows Hello, c'est la sécurité standard renforcée de Microsoft, mais c'est la fonctionnalité ultra renforcée. Donc déjà, si vous ne vous connectez pas avec Windows Hello, donc c'est lié au compte, dans votre compte où vous êtes connecté, vous devez vous reconnecter, vous n'avez pas sinon la possibilité de consulter le contenu, et il faut savoir aussi que c'est du Windows Hello renforcé. Quand vous êtes dans Windows Hello, donc Windows Hello, les réglages, c'est dans la partie compte, donc paramètres, compte et options de connexion, vous avez la possibilité d'avoir un mode Windows Hello dont moi j'ai besoin sur cette machine en particulier, c'est se connecter avec une caméra externe ou un lecteur d'empreintes digitales externe, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas intégrés physiquement dans la machine, comme ici l'ordinateur portable que j'ai devant moi, il a une caméra Windows Hello intégrée, une webcam, donc Windows Hello et un lecteur d'empreintes digitales intégré, donc vous ne pouvez pas le déconnecter de la machine, mais vous pouvez aussi, comme j'ai rajouté sur mon PC fixe, ajouter une caméra compatible Windows Hello, j'ai une Logitech Brio, et un Kensington par exemple pour empreinte digitale, donc moi j'ai mis une clé USB Kensington, donc c'est des produits USB ici qui se déconnectent, et donc vous êtes dans un mode sans sécurité renforcée. Ce qui est largement bon en termes de sécurité, mais ce qui est moins bon, puisqu'il n'y a pas d'option de chiffrement et de lien fort en fait entre le matériel et votre PC. Si vous êtes dans un mode où vous activez cette sécurité non renforcée, donc vous avez Windows Hello externe par empreinte digitale ou par reconnaissance de visage, vous n'aurez même pas la possibilité d'accéder à Recall, à Retrouver. Ça va être bloqué, ça va vous dire non, hors de question, vous ne pouvez pas y accéder. Donc ils sont même allés, je trouve, un curseur trop loin dans la sécurité. Alors c'est très bien,
Mais du coup, moi, ça m'empêche de l'utiliser. C'est-à-dire que pourtant, j'ai tout le matériel qui est compatible avec du Hello et tout ça et de la sécurité. Mais bah voilà, j'ai pas envie de. Parce qu'en plus, c'est vraiment bas niveau hein, quand on autorise d'accéder à une caméra Windows Hello externe ou à un lecteur d'empreinte digitale externe. Il faut rebooter tout ça. Donc du coup, c'est contraignant de ne pas avoir retrouvé dans ce genre de cas de figure. Voilà, donc je le déverrouille juste maintenant que vous avez compris que c'est sécurisé dans le sens où c'est chiffré sur la machine. Mais vraiment, hein, avant, il y avait des très gros défauts. Microsoft n'avait pas fait le boulot de faire les choses proprement. Maintenant, c'est vraiment extrêmement sécurisé, bloqué avec votre compte, chiffré par votre compte et compagnie, et bloqué derrière, vous avez vu des options de connexion très fortes. Donc, le risque est moindre. Vous avez donc Recall. Qu'est-ce que c'est que cette fonctionnalité? Je vous la montre. C'est juste quelqu'un qui en permanence est un peu au-dessus de votre épaule et surveille ce que vous faites. Et donc, alors oui, j'ai regardé pas mal de vidéos, donc je vais faire attention parce qu'il y a des vidéos d'une petite statuette un peu sanglante ou je sais pas quoi, donc que ça reste une vidéo tout public. Mais l'idée, c'est que vous soyez en mesure de vous rappeler, vous, ou de demander à une IA de se rappeler pour vous ce que vous avez fait ou dans quel contexte vous avez fait quelque chose. Imaginez que vous avez regardé une vidéo, imaginez que vous avez tapé du texte, imaginez, je sais pas, que vous avez fait de la retouche photo, mais vous vous rappelez plus où, comment, pourquoi et où vous avez mis votre fichier. Vous pouvez avoir déjà une frise ici qui vous explique ce que vous avez fait à quelle heure avec une capture d'écran de ce qui s'est passé. Donc par exemple ici, j'ai regardé une vidéo d'Altisplay sur sa visite à Orléans, et bien paf, je sais ce que j'étais en train de regarder, je sais ce qui se passait. Et vous allez voir ici qu'il y a des blocs qui apparaissent et vous allez reconnaître ici le petit curseur blanc, le petit rond blanc. Et ici, c'est tout simplement Click to Do. Donc les actions qui apparaissent sur la capture d'écran. Et donc vous avez les mêmes capacités que ce que je vous ai montré avant, mais sur des captures d'écran qui ont eu lieu dans le passé. Et donc ça vous permet de revenir sur des différentes choses. Donc là vous voyez que j'ai fait beaucoup de lectures de vidéos. Et vous avez la possibilité, vous voyez, même ici j'étais en train de regarder une vidéo sur laquelle apparaissait du texte, et bien j'ai, en faisant un clic droit, les actions, alors ici c'est du click to do français, donc on voit qu'il me dit bah non pour le moment c'est pas encore disponible pour du français, enfin là c'est de l'anglais vers le français, donc il n'y a pas de passerelle de langue, mais en tout cas vous avez normalement les mêmes capacités que vous avez sur votre click-to-do traditionnel. Donc c'est plutôt pas mal. Évidemment, il y a plein de réglages qui sont associés à ça que je vais vous montrer. Mais en gros, donc vous avez cette frise temporelle, donc on peut revenir à maintenant ici. Vous avez donc le click-to-do par capture d'écran et donc la possibilité de poser des questions ici en disant Linus Text Tips, par exemple. Et s'il trouve quelque chose qu'à avoir, on voit ici, voilà ce que j'ai regardé de cette chaîne YouTube, et je sais aussi quand est-ce que je l'ai regardé et à quelle occasion je l'ai regardé. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de ce à quoi ça sert. Vous voyez aussi qu'il y a de la recherche textuelle, donc il vous dit que c'est associé à du YouTube et Alors Amazon, je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être à un moment donné une pub Amazon, un truc Amazon qui apparaît, mais donc il a bien vu sur les images aussi ce qui s'y passe, et ça lui permet de faire des choses assez intéressantes, en particulier ça lui permet de ne pas regarder certaines choses que vous lui avez dit de ne pas regarder. Donc on va regarder dans les paramètres. Je vous reparle juste de cette icône-ci, puisque vous pouvez, en cliquant sur l'icône ici dédiée, que vous pouvez cacher si vous voulez, mais bon, par défaut, il vaut mieux l'avoir sous la main si vous l'utilisez, vous pouvez mettre en pause ou reprendre l'enregistrement d'instantané, ouvrir l'application, et donc si vous voulez le suspendre, c'est en particulier si vous voulez à un moment donné, vous manipulez des informations, on va dire, confidentielles, personnelles et quoi, vous voulez pas que ce soit dans la timeline, vous pouvez suspendre. Pour suspendre, vous pouvez aussi aller ici, dans les réglages rapides, donc à cet endroit-là, et vous avez vu qu'on a ici aussi retrouvé qu'on peut activer, désactiver. En termes de paramétrage, maintenant, parce que c'est important de voir ce que vous pouvez faire, vous pouvez donc désactiver, effacer déjà tout ce qui était enregistré. Et dans les paramètres en tant que tel, donc là on va directement dans confidentialité sécurité de Windows 11, donc on a retrouvé et les instantanés, donc recall et les snapshots, en gros en anglais. Vous pouvez ici activer, désactiver la fonctionnalité, régler le stockage, donc là vous voyez que j'ai actuellement 148 mégas qui est pris par la fonctionnalité, vous pouvez lui dire quelle est la limite de stockage, donc ça vous fait en fonction du support évidemment que vous avez. Bon, comme c'est une machine de prêt et qu'elle est, je sais plus si elle a 1 ou 2 Tera de stockage, je lui ai mis le maximum, comme ça je suis tranquille pour mes démos. Vous avez la possibilité de définir une période de rétention, donc moi j'ai mis en illimité, toujours pareil parce que j'en fais une démo, mais vous pouvez sinon spécifier 30 jours, 60, 90, 180 jours, et donc tout ce qui est plus vieux sort automatiquement de recall, et puis faire une suppression des données, et là vous avez
des raccourcis rapides pour faire des choses précises. Si par exemple vous vous rendez compte que depuis 1 ou 2 heures, vous êtes en train de manipuler des fichiers et que vous voulez absolument pas que ce texte ou autre apparaisse dans les résultats de retrouver, donc de recall, vous pouvez directement supprimer la dernière heure, la dernière journée, ou tout supprimer. Et plus important, vous avez aussi un filtre automatique qui filtre les choses sensibles, donc s'il identifie que c'est un champ de mot de passe, ou des informations un petit peu personnelles, numéro de carte bleue et tout ça, bah, il va automatiquement sortir la capture de l'historique de retrouver. Et ça, je vous le redis, c'est hyper important, ça fonctionne sur la machine. Donc tous les calculs qui ont lieu sur votre machine, donc ça ne part pas sur Internet pour déterminer ce qui est vu sur l'écran. C'est hyper important parce que dedans, au moment en tout cas où l'IA se déclenche, il y a des informations qui peuvent être extrêmement personnelles. Donc c'est important que ça fonctionne avec un moteur d'IA local, par du matériel local sur votre machine. Donc tout fonctionne en local. Vous pouvez aussi ajouter des applications, si vous voulez absolument que certaines applications, moi j'ai mis Teams par exemple, vous pouvez dire Teams ne doit absolument pas être capturé, donc si Teams est présent à l'écran, la capture d'écran s'en va, ou en tout cas la zone où Teams est présent s'en va, et c'est assez important. Alors à vous de régler, vous voulez peut-être carrément l'inverse, vous voulez rappeler, vous voulez que retrouver vous rappelle avec qui vous parliez, quand, de quel sujet. Dans ce cas-là, il faut absolument le garder allumé. C'est à vous de voir ce que vous voulez en fait stocker. Et pareil, vous avez la liste des sites que vous voulez bloquer. Alors là, c'est pareil, ça fonctionne avec les principaux navigateurs du marché. Donc vous avez au moins Firefox, Edge et Chrome. Peut-être il y en a d'autres, mais pour le moment, en tout cas, ça fonctionne avec ces navigateurs-là. Et donc, si jamais à l'écran, vous avez un des sites qui est présent dans la liste affiché, et bien la capture d'écran n'aura pas lieu. Mais alors ça marche pas à tous les coups, hein. J'ai déjà eu des entrées qui étaient clairement des sites que j'avais évincés qui apparaissent quand même à l'écran. Donc voilà, à manier avec précaution, mais dans l'idée générale, dans la manière dont ça a été fait, je vais pas être dithyrambique, parce que c'est pas, je trouve, une fonctionnalité, on va dire, qui s'adapte à tout le monde et qui est intéressante pour tout le monde. Moi, par exemple, je suis même pas sûr d'en avoir besoin un jour de cette fonctionnalité-là. Mais en tout cas, par rapport à la proposition initiale qui avait été faite, qui était vraiment bourrée de problématiques, que ce soit en termes de sécurité, en termes de manière de faire, je trouve que cette proposition-là est beaucoup plus intéressante. Déjà, elle est homogène avec la manière dont Microsoft envisage l'IA et les interactions IA dans Windows. Donc c'est super bien fait parce qu'on comprend qu'en fait, retrouver se connecte avec les autres fonctionnalités d'IA, donc le Click to Do et compagnie. Donc c'est cohérent et c'est compréhensible. Et le fait que ce soit maintenant extrêmement sécurisé est beaucoup plus rassurant pour, je trouve, les utilisateurs qui souhaiteraient l'adopter. Je ne sais pas si vous faites partie des lots des utilisateurs qui voudront l'adopter, mais en tout cas, je pense que ça vous donnera un petit aperçu de ce que cette fonctionnalité est capable de faire. Et si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas dans les commentaires, vous me dites précisément ce que vous souhaiteriez voir en termes d'IA de Windows et les questions que vous avez, les questions additionnelles que vous avez à ce sujet-là. Et dans ce cas-là, je ferai un petit contenu additionnel où on reparlera d'IA dans Windows si j'ai toujours la machine sous la main et si j'ai la possibilité en fait de vous montrer et de répondre à vos questions. Mais en tout cas, voilà, ça clôture le sujet IA. Il y a d'autres petites choses qui ont été ajoutées ça et là, que ce soit dans Windows de manière large, mais aussi dans la partie IA. Mais c'était ce que je voulais, moi, vous montrer. Voilà en ce qui concerne les fonctionnalités de Windows 11 que je pouvais vous présenter. Vous avez vu, il y a un peu de tout. Microsoft fait feu de tout bois, on va dire. Mais c'est à la fois du peaufinage ou de la finalisation de fonctionnalités. Quand on voit le menu démarrer, les différentes fonctionnalités qui sont rajoutées dedans, on n'est quasiment pas sur de l'innovation, mais sur revenir à des niveaux fonctionnels qu'on avait avant. Quand on pense à du Windows 7, Windows 8, Windows 10, il y avait des capacités qu'on avait dans le système d'exploitation qui étaient plus fourni par Windows 11, donc on revient à un niveau intéressant. Pour moi, le menu démarrer n'est toujours pas aussi exploitable qu'il était dans Windows 10, mais il est quand même beaucoup mieux qu'il était au début de Windows 11. Et globalement, quand on regarde l'ergonomie générale de Windows 11, je trouve qu'on progresse vraiment dans le bon sens, c'est pratique à utiliser, c'est efficace, et il y a de plus en plus de possibilités qui sont offertes, qui donnent vraiment à Windows 11 on va peut-être pas une alternative, mais en tout cas un intérêt par rapport aux versions précédentes. On voit que c'est plus efficace dans beaucoup de situations, plus rapide, plus à sa place dans Windows 11. Et les réglages, les paramétrages, ce qui permet de configurer la machine, sont beaucoup mieux faits, beaucoup plus ordonnés.
les choses sont plus à leur place dans Windows 11 que les trucs un peu tout dispatchés qui étaient dans les versions précédentes. Mais ça, c'est aussi de la faute de Microsoft. Plutôt que faire un G un petit peu complet avec tout en place, ils le font très progressivement, et donc du coup, ça donne toujours cette impression où rien n'est réellement fini. En tout cas, cette impression de cohérence, on l'a de plus en plus dans Windows 11, d'un système plus homogène. On n'y est toujours pas dans l'homogénéité, mais ça donne l'impression d'être beaucoup plus homogène. Et on voit que les fonctionnalités d'IA s'intègrent quand même dans Windows et ne vont pas détruire l'ergonomie que vous avez de Windows. Maintenant, ces fonctionnalités d'IA, elles sont optionnelles pour la plupart, voire elles ne s'activent pas suivant le type de machine que vous avez. Moi, sur ma machine fixe qui est derrière ici, j'ai pas de fonctionnalité d'IA du tout, et donc du coup, rien ne s'active en fait dessus. Donc c'est pas forcément des choses que vous allez côtoyer au quotidien, dont vous allez avoir besoin, vous allez peut-être même les désactiver, peut-être vous en aurez pas besoin, mais en tout cas, sachez que ça existe, vous m'avez vu faire une démo, et si vous voulez en voir plus, vous n'hésitez pas, vous allez en description de la vidéo, vous me dites ce qui vous intéresse vraiment, et je verrai si j'ai le temps, si j'ai l'opportunité, je vous ferai quelque chose de plus détaillé, ou qui vous montrera plus en détail des sujets qui vous intéressent réellement. En tout cas, moi je continue à utiliser sur la période de l'été cette machine avec ses capacités d'IA, ça me permet comme ça d'évaluer la machine en question, de vérifier qu'AMD est vraiment au point en termes d'IA. J'ai pu tester par le passé les machines Qualcomm très au point, très efficaces, très économes en énergie, donc des bonnes machines, et les machines Intel un peu moins performantes, mais elles aussi qui sont au point en termes d'autonomie. Donc voilà, ça me permettrait d'avoir comme ça la troisième variante, on va dire, les trois gros fabricants de processeurs, si on met de côté évidemment Apple. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les fonctionnalités de Windows 11 que vous avez aimées, que vous n'avez pas aimées. Puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, soit sur Windows, soit évidemment sur du matériel de la domotique, les thématiques évidemment que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Merci et au revoir.